La conscience. Rien que le mot, et on pense tout de suite à des énigmes philosophiques, des trucs sans fin. Mais et si pour une fois, on changeait complètement de perspective? Si on arrêtait de la voir comme un mystère, mais plutôt comme une solution. Une solution purement biologique, avec une histoire évolutive absolument fascinante. C'est exactement ce qu'on va faire. On va se transformer en détective et suivre les pistes que la vie elle-même nous a laissées. Alors, face à la conscience, il faut dire que beaucoup de scientifiques sont, disons, prudents. Ils trouvent le mot trop flou, ils disent qu'il faut le déconstruire. Bon, c'est une approche qui se veut rigoureuse, mais honnêtement, ça nous mène pas très loin. Et si le vrai problème, c'était pas le mot lui-même? Si c'était la question qu'on se pose depuis le début qui n'était pas la bonne? Et voilà, là, on touche à la clé du problème. Au lieu de se torturer l'esprit à demander qu'est-ce que c'est la conscience, on va plutôt se demander dans quelles conditions, au juste, est-ce qu'elle apparaît. Et ça change absolument tout. Fini de chercher une définition parfaite dans un dictionnaire, non, là on devient des enquêteurs de l'évolution. On cherche le moment précis, le point de bascule où quelque chose a changé dans l'organisation du vivant. Ok, alors notre enquête, elle commence il y a un bon moment, environ 540 millions d'années pour être précis. Ça se passe pendant une période qu'on appelle l'explosion cambrienne. Et attention, ce n'est pas juste un joli nom, hein, c'est un moment où littéralement toutes les règles du jeu de la vie ont été réécrites. L'explosion cambrienne, faut pas s'imaginer que c'est juste plus d'animaux. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable révolution dans la façon même d'exister. Avant ça, la vie, elle faisait quoi? Elle réagissait à des signaux chimiques tout près. Et puis, soudain, tout s'accélère. On voit apparaître des corps bien plus complexes, avec des yeux, des antennes, tout un arsenal de capteurs. C'est la première fois que le monde peut être vu, entendu et senti de plein de manières différentes en même temps. Et ça, croyez-moi, c'est un changement absolument crucial. Un organisme qui est juste réactif, il fait que subir son environnement. Mais un organisme situé, lui, il interagit avec. Ce n'est plus une simple machine chimique, ça devient un véritable acteur dans un monde. Et c'est justement cette toute nouvelle relation au monde qui va rendre la conscience non seulement possible, mais en fait nécessaire. Bon, d'accord, mais alors comment est-ce qu'on passe de simples capteurs à une véritable perception du monde? Eh bien la réponse se trouve dans le pouvoir de l'intégration. Et pour bien comprendre ça, on va comparer deux animaux qui n'ont a priori pas grand-chose à voir, un simple ver et une mouche. Regardez bien, la différence est radicale. Prenons un ver nématode. Il n'a quasiment que l'odorat. Pour lui, une odeur, ce n'est pas un objet qui se trouve là-bas. Non, c'est une sensation purement interne, un peu comme une vague de faim pour nous. Il n'y a pas vraiment de dehors. Mais pour la mouche, là, c'est une toute autre histoire. Elle voit le fruit et elle le sent. Son cerveau est obligé de faire le lien, de se dire « Attends, ces deux infos, elles viennent de la même source qui est extérieure à moi, et bim, le concept même d'un monde extérieur vient de naître. » Là, on touche vraiment au cœur du sujet. La conscience, ce n'est pas un espèce de luxe philosophique. Non, c'est une solution super pratique à un problème très concret. Quand les yeux, le nez, les oreilles envoient des informations qui ne sont pas toujours d'accord, comment on fait pour décider ce qui est réel? Eh bien, la conscience, c'est l'arbitre. C'est elle qui prend tous ces témoignages contradictoires et qui en fait une seule histoire cohérente. C'est, en quelque sorte, un simulateur de réalité. Mais attention, cette capacité à modéliser le monde et à anticiper, elle ne sort pas d'un chapeau. L'histoire ne commence pas avec l'apparition des neurones, pas du tout. Elle puise ses racines bien plus profondément, dans la sagesse incroyablement ancienne d'une simple cellule. Cet exemple, avec la levure, il est juste incroyable. Imaginez un peu le truc. On lui donne un signal chimique, appelons-le A. Juste après, on lui donne un signal B. On répète ça quelques fois. Eh bien, au bout d'un moment, dès qu'elle détecte le signal A, elle commence déjà à préparer ses enzymes pour digérer B. Elle ne fait plus que réagir au présent. Elle anticipe un futur très proche. C'est une forme d'apprentissage, oui, mais au niveau d'une seule et unique cellule. Et cette capacité, qu'on appelle l'inférence prédictive, elle est vraiment tissée au cœur même de la biologie. C'est une forme d'apprentissage qui n'a absolument pas besoin de cerveau, mais qui est totalement essentielle à la survie. On peut le dire, l'anticipation, c'est une propriété fondamentale de la vie. Et là, l'idée devient carrément vertigineuse. La cellule, en fait, c'est du calcul bayésien incarné. Le principe de Bayes, en gros, c'est d'ajuster ses croyances en fonction de nouvelles preuves. Eh bien, la cellule, elle fait exactement ça. Chaque expérience qu'elle vit modifie un tout petit peu sa structure pour qu'elle puisse parier plus intelligemment sur ce qui va arriver. Elle n'a pas besoin de faire des maths, non, son corps est le calcul. Bon, maintenant, on va s'intéresser à un organisme qui vient complètement brouiller les pistes et qui nous force à affiner notre pensée. Je vous présente le Fusarium polycéphalum, beaucoup plus connu sous son petit nom, le blob. Le blob, c'est un vrai casse-tête pour les biologistes. Il faut bien se rendre compte, c'est une seule cellule,
mais géante. Elle n'a pas de cerveau, pas de neurones, rien. Et pourtant, elle mémorise où elle est déjà passée, elle apprend à ignorer des choses qui ne l'intéressent pas, et elle est même capable de résoudre des labyrinthes. C'est une forme d'intelligence qui nous oblige à repenser complètement toutes nos catégories habituelles. Alors pour y voir plus clair, il faut faire une distinction super importante. Le blob, il agit dans un environnement. Il sait faire la différence, de manière opérationnelle, entre ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. On appelle ça une extériorité fonctionnelle. Mais les animaux conscients, c'est autre chose. Eux, ils ont un monde. Ils se créent une représentation mentale, une image stable de leur environnement. Ça, c'est une extériorité phénoménale. La différence est juste énorme. C'est un peu comme la différence entre laisser une trace de bave derrière soi pour ne pas repasser au même endroit et avoir une vraie carte mentale de tout le territoire. Ce tableau, il nous permet de bien visualiser cette construction progressive. On voit bien qu'on ne passe pas de 0 à 1 d'un coup. Non, on assiste à une complexification très graduelle de la relation entre un organisme et son environnement. C'est comme une échelle où le concept de dehors se construit et se stabilise petit à petit sur des centaines de millions d'années. Alors, après tout ce parcours qui nous a mené des mers du Cambrien jusqu'à la plus simple des cellules, comment est-ce qu'on pourrait synthétiser tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la conscience ? Bon, si on devait vraiment tout résumer en une phrase, la conscience, ce n'est pas une chose, c'est un processus. C'est le processus qui, en permanence, est en train d'intégrer tout ce que nos sens nous racontent pour répondre à une seule et unique question. Est-ce que cette sensation, là, maintenant, elle vient de moi, ou est-ce qu'elle vient du monde extérieur ? Et c'est de cette simple distinction que naissent à la fois le je et le monde. Donc, la conscience n'est pas du tout apparue de nulle part, comme par magie. C'est ce qu'on appelle en biologie une exaptation. C'est du pur bricolage évolutif. L'évolution a pris un vieux mécanisme qui existait déjà et qui servait à autre chose, cette fameuse capacité d'anticipation qu'on a vue chez la cellule, et elle l'a recyclé, détourné, pour un usage complètement nouveau, construire une simulation mentale du monde. Et cette phrase, elle résume peut-être le saut le plus incroyable, le plus vertigineux de toute l'histoire du vivant. Passer d'un monde dans lequel on ne fait qu'agir par réflexe à un monde que l'on habite, que l'on perçoit comme un espace stable, cohérent. C'est vraiment ça, le passage de l'action à l'expérience. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Si toute forme de vie, à sa base, apprend et anticipe, alors la conscience n'est peut-être pas un miracle unique propre à la planète Terre. C'est peut-être, au fond, une solution inévitable, une solution que l'évolution, avec assez de temps, finit toujours par trouver, partout dans l'univers.